Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo. Nous sommes toujours dans ce chapitre consacré à Freud. On a été obligé d'abréger un petit peu la vidéo précédente. Nouvelle partie dans ce chapitre où on va attaquer donc le grand 4, les critiques de l'inconscient freudien. Je vous le disais dans la vidéo précédente, beaucoup de penseurs, beaucoup de philosophes vont un petit peu récuser les théories de Freud en disant déjà effectivement le ça, le moi et le surmoi, on les voit pas dans notre esprit. Donc voilà, ça reste une pure hypothèse qui n'est vérifiée finalement que par la réussite de certains traitements psychanalytiques, mais pas tous. Si on vient par exemple sur Anna O, je vous ai montré tout à l'heure de façon un peu hagiographique le fait que Anna O avait été guérie, et c'est formidable, de certaines de ses pathologies, cette fameuse patiente zéro de la psychanalyse, Anna O. Pour les critiques de Freud, Anna O a été guérie par exemple de son strabisme, elle a été guérie aussi de son hydrophobie, mais il y a d'autres maux dont elle souffrait et dont elle n'a jamais été guérie. Donc voilà, pour certains, effectivement, la psychanalyse c'est bien joli, mais ça ne marche pas à tous les coups, donc c'est pas forcément la pratique clinique qui va euh, démontrer finalement le succès à 100% de cette psychanalyse et de ces théories freudiennes. Et puis aussi et surtout, la plupart des penseurs vont s'opposer à Freud au nom de la liberté. C'est-à-dire que beaucoup de penseurs au XXe siècle vont dire attendez, on s'est libéré du poids des dieux, de la fatalité, de ces tragédies dans lesquelles on nous dit que les dieux ont écrit notre destin et que de toute façon on n'échappe pas à ce destin. Et puis voilà, Freud qui revient en nous disant mais en fait non, non, la liberté n'existe pas, c'est pas les dieux, hein, c'est autre chose, c'est cet inconscient en nous qui joue contre nous et qui va déterminer ce que nous sommes. Donc on va voir effectivement plusieurs exemples de philosophes qui vont s'opposer aux théories freudiennes. Les critiques de l'inconscient freudien, donc c'est l'objet du grand 4 de ce cours. Tout au long du XXe, des critiques importantes vont se faire jour contre la psychanalyse freudienne et la théorie de l'inconscient. C'est souvent le déterminisme freudien qui est mis en question ou remis en question. En effet, pour Freud, notre vie affective, sociale et sexuelle est déjà déterminée à l'âge de 7 ans environ, je vous le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à 7 ans, c'est bouclé, c'est terminé, notre personnalité est déterminée. Si plus tard vous devez être névrosé, vous serez névrosé. Si vous devez être psychotique, vous serez psychotique. Si vous devez être un psychopathe, vous le serez parce que vous avez vécu ceci ou cela. Si vous devez être pédophile, c'est déjà déterminé entre 0 et 7 ans. Bref, c'est pas un tableau très réjouissant. C'est à cet âge que les interdits sociaux qui se dressent contre les pulsions du ça sont assimilés par l'esprit et forment le surmoi. On l'a vu dans une précédente vidéo. Si des carences ou des erreurs sont commises dans la formation de ce système psychique, et c'est très souvent le cas car l'éducation parfaite n'existe pas, alors nous en paierons le prix toute notre vie. Une autre anecdote significative, Freud, euh, quand il va être assez âgé, pour promouvoir un petit peu la psychanalyse, va faire une tournée dans les universités américaines et va montrer et démontrer le bien fondé de la psychanalyse à travers cette série de conférences qu'il va donner. Et à la fin d'une des conférences, une femme va venir voir Freud en lui disant voilà, docteur Freud, je suis enceinte, j'attends mon premier enfant et j'aimerais avoir des conseils de votre part pour éduquer mon enfant de façon à ce qu'il soit heureux plus tard, qu'il n'ait pas de névrose, qu'il n'ait pas de problème psychique ou psychologique. Et Freud aura cette réponse, il lui dira de toute façon madame, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y aura des problèmes de toute façon parce que l'éducation parfaite n'existe pas. Bref, notre surmoi se structure un petit peu comme il peut, entre 0 et 7 ans, dans des éducations dont la perfection n'existe tout simplement pas. Donc nous avons tous, nous dit Freud, notre lot de névroses que nous tramoilons depuis notre petite enfance, à partir de choses que nous avons vues, que nous avons vécues, à travers nos parents, notre famille, nos éducateurs. La moindre petite faille reste et tourne en boucle dans l'inconscient, un petit peu comme ce petit chien avec le verre d'eau, dans le cas d'Anna O. Alors, le premier à récuser un petit peu la théorie psychanalytique de Freud, c'est le philosophe Alain. Alain, c'est un philosophe qui va commencer à se faire connaître au début du XXe siècle. Alain, son vrai nom, c'est Émile Chartier. Alors pourquoi est-ce qu'il se faisait appeler Alain ? Pour une raison très simple. En fait, Alain était professeur de philosophie au lycée Condorcet à Paris. Et Alain n'a pas trop, ou Émile Chartier n'a pas trop envie que ses élèves sachent qu'il écrit des bouquins de philosophie. Et puis il écrit aussi dans des journaux très populaires à l'époque. Donc il va prendre ce pseudonyme, Alain, qui va rester. Et c'est vrai que c'est un philosophe qui est intéressant parce que c'est un philosophe de l'optimisme. C'est un philosophe, Alain, qui nous dit mais nous sommes libres, nous pouvons construire notre propre bonheur, c'est possible, et donc forcément avec cette vision des choses, il va s'opposer totalement aux théories freudiennes. Alain, donc, ou Émile Chartier, est le premier philosophe à s'opposer clairement à la notion d'inconscient.
Pour lui, toute conscience est conscience morale. Notre conscience est avant tout morale, et ça s'oppose évidemment à ce que dit Freud, puisque pour Freud, notre conscience, bah oui, effectivement, elle est morale, mais comme elle est tout le temps influencée par l'inconscient qui envoie des pulsions qui n'ont strictement rien à voir avec la morale, notre conscience a beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à se poser comme conscience morale. Il y a, comme chez les classiques, un primat absolu de la conscience sur l'inconscient. C'est-à-dire que pour Alain, très clairement, l'inconscient n'est rien d'autre que des pulsions certes, mais qui viennent de notre corps et qu'on peut facilement maîtriser. Si on commence comme Freud à admettre que la conscience se retrouve dominée par des forces inconscientes supérieures, alors l'homme ne contrôle plus rien et toute idée de conscience morale est intenable. Alors, on va lire un texte justement qui est dans votre manuel, un texte de Alain, où justement il va s'opposer à cette théorie, à cette idée de l'inconscient. Toc toc toc, ça fait partie ah non, alors attendez, j'ai un petit peu merdouillé là-dessus. Ça se trouve pas dans... Ah oui, alors du coup, non, ça va faire partie des textes que je vous ai envoyés, parce que c'est pareil, c'est un texte qui n'est pas dans le manuel. Je suis désolé, j'ai tellement de trucs à faire en ce moment. Alors voilà, le texte, je vous l'ai envoyé en principe par mail. C'est un texte qui est là avec une illustration que je trouve assez intéressante. L'illustration qui est celle de cette toile du peintre Odilon Redon, qui nous montre une araignée souriante. Et cette araignée souriante, finalement, on suppose qu'Odilon Redon l'a peinte en pensant justement à la psychanalyse freudienne. C'est une araignée qui est effrayante, qui est assez cauchemardesque. On peut l'imaginer comme une araignée de grande taille qui se cache comme ça dans un coin. Et en même temps, cette araignée a une espèce de grimace un peu sympa. Elle cligne de l'œil, comme pour nous faire signe, un petit signe de complicité. Et finalement, cette ambivalence entre l'horreur de cette araignée géante et ce visage un peu simiesque, visage un petit peu de singe, qui a quelque chose d'un peu humain, et qui nous fait un petit clin d'œil complice, pourrait être une sorte de métaphore de l'inconscient, quelque chose qui serait à la fois assez séduisant, parce que comprenant des pulsions qui sont des pulsions sexuelles ou violentes, et qui nous attirent de par leur essence même, et en même temps quelque chose d'effrayant. Donc j'aime bien cette toile, et je trouve qu'elle exemplifie très bien le problème de l'inconscient posé par Freud. Alors voilà ce que raconte Alain sur sa critique de l'inconscient. La notion d'inconscient est-elle dangereuse? La critique d'Alain, d'inspiration cartésienne, effectivement, hein, puisque je vous rappelle que pour Descartes, la conscience a le pouvoir absolu sur nous et l'inconscient n'existe pas. Cette critique d'Alain, pardon, je suis en train de mourir en direct, d'inspiration cartésienne, vise à réduire l'inconscient freudien à des mécanismes corporels. L'inconscient, ce n'est rien d'autre que notre corps qui parfois se rappelle à nous, mais qui est facilement domesticable. Le freudisme, si fameux, est un art d'inventer en chaque homme un animal redoutable, d'après des signes tout à fait ordinaires. Les rêves sont de tels signes. Les hommes ont toujours interprété leurs rêves, d'où un symbolisme facile. Donc vous voyez, première critique d'Alain, là où Freud disait effectivement tous nos rêves ont une signification, nos rêves nous en disent long sur nous, Alain nous dit ouais, le fait d'interpréter les rêves, c'est quand même un bon vieux truc de l'humanité qui a été utilisé avant par les prêtres, par les mages dans les civilisations antiques. Vous savez que dans l'Antiquité, un général ou un homme politique ne partait pas au combat sans avoir consulté son astrologue ou son voyant qui allait interpréter ses rêves en disant voilà, c'est de bon augure ou de mauvais augure. Et Alain dit ça fait un peu fête foraine, quoi, là aussi. J'interprète les rêves. Alors évidemment, c'est très séduisant d'interpréter ses rêves en pensant qu'ils ont un sens, mais Alain nous dit non, les rêves, c'est juste une accumulation d'images, c'est un peu du grand n'importe quoi, et arrêtons de voir un sens là-dedans, arrêtons d'y voir, comme il le dit lui-même, un symbolisme facile. Freud se plaisait à montrer que ce symbolisme facile nous trompe et que nos symboles sont tout ce qu'il y a d'indirect. Les choses du sexe échappent évidemment à la volonté et à la prévision. Ce sont des crimes de soi auxquels on assiste. On devine par là que ce genre d'instinct offrait une riche interprétation. Donc là aussi, le sexe, la sexualité ne sont rien d'autre pour Alain que la manifestation aussi de notre corps en nous. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait habituel. Arrêtons d'y voir des choses malsaines, arrêtons d'y voir une sorte d'animal mythique ou mythologique qui est en nous et qui cherche à nous fouler, à jouer contre nous, quoi. Faut que j'arrête d'interrompre tout le temps pour expliquer, parce que l'explication, elle est après. Et moi, ça y est, je pars dans mes explications. C'est terrible, quand même. L'homme est obscur à lui-même. Cela est à savoir. Seulement, il faut éviter ici plusieurs erreurs que fonde le terme d'inconscient. La plus grave de ces erreurs est de croire que l'inconscient est un autre moi. Un moi qui a ses préjugés, ses passions et ses ruses. Une sorte de mauvais ange, diabolique conseiller. Comme quoi, il faut comprendre qu'il n'y a point de pensée en nous, sinon par l'unique sujet, je. Cette remarque est d'ordre moral.
L'inconscient est donc une manière de donner dignité à son propre corps, de le traiter comme un semblable, comme un esclave reçu en héritage et dont il faut s'arranger. L'inconscient est une méprise sur le moi, c'est une idolâtrie du corps. On a peur de son inconscient. Là se trouve logée la faute capitale. Un autre moi me conduit, qui me connaît et que je connais mal. L'hérédité est un fantôme du même genre. Voilà mon père qui se réveille, voilà celui qui me conduit. Je suis par lui possédé. En somme, il n'y a pas d'inconvénient à employer couramment le thème d'inconscient. C'est un abrégé du mécanisme. Mais si on le grossit, alors commence l'erreur. Et bien pis, c'est une faute. Donc là, les choses sont clairement dites. Avec un ton très ironique, finalement, Alain nous dit arrêtons de voir dans toutes les manifestations de notre corps, de nos pulsions, des choses un peu mythiques, mythologiques, partant effectivement d'une hérédité un peu mystique ou un peu mystérieuse. Ça, c'est facile, c'est séduisant, mais ce n'est pas la vérité, nous dit Alain. Alors, il y a des questions, effectivement, en cours, on aurait dû traiter ces questions, ils auraient dû y répondre, mais là, effectivement, en distanciel, c'est un peu compliqué. La première question est celle-là, pourquoi Alain parle-t-il de l'inconscient comme d'un personnage mythologique, hein, c'est dit dans le texte? Eh bien, les mythologies antiques ont produit de nombreux personnages fictifs, bons ou mauvais. Le Minotaure, Zeus, Apollon, enfin, vous voyez, toutes ces créatures imaginaires, censés régir la vie des hommes et de la civilisation. Bien sûr, ces personnages n'étaient qu'imaginés par des écrivains ou des poètes antiques. Freud, bien que médecin, ne pouvait produire aucune preuve concrète de l'existence d'un inconscient en nous, d'où la comparaison avec un personnage fantastique, un personnage de fable, avec sa propre intelligence qui pourrait agir sur nous et sur notre vie. Alain insiste sur le côté mystique, magique de l'inconscient, en parlant de l'interprétation des rêves, vieille discipline divinatoire de l'Antiquité que la psychanalyse freudienne a repris à son compte. C'est une preuve pour Alain de ce côté fantasmagorique de l'inconscient selon Freud. Il y a donc pour Alain une opacité du caractère de l'homme à lui-même, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe en nous. Mais prêter à ce côté mystérieux de certains de nos comportements une personnalité, une volonté propre, parce que Freud nous le dit, en gros, c'est ça, il y a un autre nous en nous. Il y a une autre personne en nous qui est ce fameux inconscient, qui a ses propres volontés, sa propre façon de penser. C'est un peu beaucoup pour Alain. C'est beaucoup trop même. Il n'y a pas pour Alain de double caché en nous, agissant contre nos intérêts, sinon toute morale serait impossible. Voilà pourquoi Alain lutte contre Freud. Pour Alain, il y a bien une conscience qui est morale. Chez Freud, c'est impossible que la conscience soit morale, puisqu'elle est de toute façon influencée par l'inconscient. Et puis, le deuxième terme important chez Alain, même s'il ne dit pas, c'est le terme de liberté. Nous sommes libres de dire oui ou non à nos pulsions, nous sommes libres d'inventer notre propre vie, notre propre caractère, d'évoluer, là où, pour Freud, il n'y a aucune évolution possible, puisque, comme je vous le disais, à cause du déterminisme, on va tourner en boucle toute notre vie. On a beau lutter contre notre caractère, contre cette éducation, contre ces 7 premières années de notre vie, on n'arrivera pas à s'en défaire. Alain dit, c'est intenable. Il faut arrêter avec cette idée-là, il faut arrêter avec cette idée de déterminisme qui s'oppose à la volonté. Nous sommes bel et bien des êtres libres et moraux, selon Alain, et donc la psychanalyse n'est rien d'autre qu'une invention un peu fumeuse pour essayer de nous faire croire qu'il y a une autre personne en nous, que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a l'inconscient qui est là et qui dirige ou qui influence la plupart de nos pensées à travers ses pulsions et ses souvenirs enfouis. Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine, on va aborder une deuxième critique de l'inconscient freudien par le philosophe Jean-Paul Sartre. Ce sera la dernière partie de ce chapitre. À très bientôt ou à tout de suite pour la prochaine vidéo.